Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit performante. Vous voyez l'automobile derrière moi? Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Dieppe, un port, une station balnéaire, mais aussi le berceau d'une voiture française. Allez, au sommaire de cette émission, les vraies voix qui font rouler la France. Alpine, un mythe en électrique. En 2021, Renault avait annoncé sa Renaulution, un plan stratégique pour l'ensemble de ses marques. La version sportive de la future R5 sera donc badgée Alpine. L'Alpine A290 Beta est donc la nouvelle bombinette 100% électrique. On en parlera dans un instant avec David Gendry qui est avec nous, directeur communication, partenariat et sponsoring d'Alpine. Nous évoquerons aussi Mobiliance, le métier de la semaine avec Mobiliance. Il s'agit du contrôle technique. En 2022, 25,56 millions de contrôles de voitures particulières et véhicules utilitaires légers ont été effectués dans les... Tenez-vous bien, 6667 centres de contrôle agréés. Ça vaut bien des explications. Nous ferons le point avec Karine Bonnet, directrice générale de Dekra Automotive et présidente du réseau Contrôle Technique France. Et découvrir, tester, choisir, c'est l'objectif d'Electric Test dès 2023. Sur près de 40 millions de voitures, seuls 1 million sont électriques. En cause beaucoup d'idées reçues et des questions souvent sans réponse. Eh bien, les Electric Test dès 2023, pour sa 4e édition, vont visiter 6 grandes métropoles françaises, toutes concernées par les ZFE. Vous les connaissez, les zones à faibles émissions. Et ce sera à Lille, à Lyon, à Paris, à Rouen, à Bordeaux, à Nantes. Un événement gratuit. On vous dit tout avec Yann Azran dans quelques instants, organisateur des Electric Test Day, le Tour de France de la mobilité électrique. Et c'est avec Sud Radio. Et dans le rôle du berceau de la voiture électrique, le vainqueur est la Corse. Selon une enquête du Point, l'île serait l'Eldorado insoupçonné de la voiture électrique. Les immatriculations y sont en forte hausse. Et la région est en numéro 1 en France. Hervé Bastanti, je prononçais le i parce que je suis pas corse, responsable des ventes au sein de la concession Peugeot de Biglia, sera avec nous de la Haute-Corse. C'est pour ça que je disais haute. Ah bah c'est ça. Allez, bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Dieppe, un port, une station balnéaire, mais aussi le berceau d'une voiture française dont les titres de gloire ne se comptent plus. Le père de cette voiture, Jean Rédélé, Monsieur Alpine. Et voilà, Monsieur Rédélé, Monsieur Alpine, David Gendry est avec nous, directeur communication, partenariat et sponsoring d'Alpine. Juste avant de revenir avec toutes ces nouveautés, d'abord merci d'être avec nous. Revenons un peu sur l'histoire de Jean Rédélé, le premier concessionnaire Renault. C'était bien entendu il y a quelques années, il y a de nombreuses années, dans les années 50. C'est ça. Pilote automobile, écoutez ce qu'il disait. Et après avoir roulé ma bosse sur toutes les routes de France et de Navarre, après avoir couru sur les principaux circuits avec des voitures dérivées de la série, j'ai pensé que si ces voitures étaient équipées d'une carrosserie sportive, si elles recevaient des aménagements au point de vue suspension et mécanique, on devait pouvoir faire en France des voitures de sport très valables. Et voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. C'était dans les années 50. 55, c'est ça. 55 exactement, où finalement, il ne roulait pas sur une Alpine, il roulait plutôt sur une Renault. C'est ça, il a commencé à Dieppe sur des Renault, et puis il les a allégés, il en a fait des voitures plus sportives, plus puissantes, et puis il est parti s'amuser avec dans les Alpes. Et c'est pour ça qu'il a appelé la marque Alpine. C'est des voitures agiles qu'on a plaisir à conduire évidemment sur les routes de montagne. Et c'est le cas aujourd'hui encore. On n'a rien à réinventer chez Alpine. La feuille de route, elle a été laissée par Jean Rédélé. Bien sûr, on doit la moderniser, on doit vivre avec notre temps. Mais l'ADN de la marque, il est super simple. Il a été défini à l'époque et il n'a pas changé. À l'époque, c'était révolutionnaire, cette Alpine Renault, là. Ça a tout de suite pris. Hein. Ça a tout de suite pris. Et c'est une vision qui a cette caractéristique incroyable d'être super moderne, en fait. Parce que avoir des voitures finalement dont on ne cherche pas forcément à ce qu'elles soient les plus puissantes, mais qu'elles aient le meilleur rapport entre le poids et l'agilité, entre le poids et la puissance, c'est finalement super moderne dans l'ère aujourd'hui où on parle de CO2 tout en parlant de plaisir de conduire. Aujourd'hui, notre voiture, elle a très très peu de malus écologique comparé à ses concurrentes parce qu'il y avait une vision moderne. On n'a pas besoin de mettre 500 chevaux dans une voiture pour prendre du plaisir, il suffit qu'elle soit légère.
Et donc, c'était moderne à l'époque, c'est l'est encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que dans les années, ça a repris un peu en 2012 puis 2016, qu'est-ce qui a fait que finalement la marque s'est presque éteinte pendant des années? Comment on l'explique aujourd'hui quand on regarde en arrière? C'est un peu difficile à expliquer. Quand on regarde, c'est vraiment au début des années 80 où l'histoire s'est un peu arrêtée. C'est le cas de beaucoup de marques en fait. Quand on regarde dans le patrimoine, dans l'industrie automobile française, il y a des moments de concentration dans lesquels on pense qu'il faut acheter il faut avoir des marques plus grandes, etc. Et on fait disparaître un peu les marques de niche. C'est ce qui s'est passé pour Alpine. Et puis finalement, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'on avait un diamant à l'intérieur du groupe qui était pas très utilisé et que ce segment de voiture, cette façon de communiquer aux clients était toujours très moderne. Donc on a essayé de la relancer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui ont disparu. Talbot, je pense à ça. Bien sûr. Il y a beaucoup de marques qui ont disparu à ces moments-là. Voilà, c'est un peu les cycles économiques qui se passent aussi. Donc voilà, il y avait ça. Sauf que l'Alpine a forcément marqué l'histoire depuis des années. Et là, on revient. Donc on va version 2023. On passe à l'électrique. Alors est-ce que à un moment donné, on s'est dit... Oui, c'est ça. L'Alpine Renault électrique. ça arrive. Est-ce que Jean Rédélé s'était dit à un moment donné, un jour cette voiture sera électrique? Je ne pense pas qu'il se soit dit ça. Je pense pas qu'il se soit dit ça à son époque. Mais c'est notre devoir. Je pense que c'est une marque, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Et notre devoir, c'est de vivre avec notre temps. Et notre temps, c'est celui du réchauffement climatique, c'est celui de tout un tas de préoccupations qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on garde l'ADN de la marque. On fait des voitures sympas, sportives, et légères, faciles à conduire, tout en respectant le 21e siècle, où dans lesquels, évidemment, les clients n'ont pas envie de polluer, ont envie d'avoir une voiture qui soit respectueuse dans l'environnement. Et le sport automobile, aujourd'hui, évolue vers les courses. Alors le Formule 1, Formule I, Formule E. Formule AI, ouais. C'est ça. C'est ça. Donc Absolument. vous y allez là, parce qu'en plus, il y a peut-être à réinventer plein de choses. Il y a plein de choses à réinventer. On parle de l'électrique, mais aussi d'autres technologies. On a présenté un concept car qui s'appelle Alpenglow à base d'hydrogène. Je pense que les dés ne sont pas joués encore pour savoir quelle technologie dans le futur vraiment prendra la clé. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'y aura plus d'émissions, ce sera zéro émission, où il faudra avoir des voitures respectueuses dans l'environnement. Et tout y va, hein, bien sûr, le sport auto comme le reste. Donc c'est à nous de trouver la bonne formule pour combiner les deux, le plaisir de conduire et ce qu'on aime faire avec une voiture, tout en respectant au maximum l'environnement. Alors la bonne formule, elle est tombée dans la presse il y a quelques jours, puisqu'elle s'appelle la 290 Beta. Donc là, on est vraiment dans une voiture très compacte, très atypique. Bon, forcément, elle nous rappelle quelque chose. Elle nous rappelle la Renault 5, mais c'est un concept car très étonnant. C'est-à-dire que, juste pour revenir sur l'histoire, vous avez mis combien de temps? Pourquoi la Renault 5? Alors, on avait déjà vu les prémices d'une Renault 5 un peu renouvelée, mais qu'est-ce qui vous a emmené justement sur la route de la Renault 5? Déjà, c'est un très beau clin d'œil à Jean Rédélé, parce que c'est exactement ce que faisait Jean Rédélé, c'est-à-dire qu'il prenait des Renault et il en faisait des voitures plus agiles. Exactement. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une histoire aussi avec la R5 Alpine, donc c'est pas une voiture qui sort de nulle part. Exactement, c'est une voiture sur laquelle on a une histoire. Il y avait aussi une histoire industrielle. Il y a évidemment un projet dans le cadre de Renaulution qui était la R5 et qui permet aussi à Alpine d'avoir un projet de base entre guillemets qui est là et qui nous permet de lancer une voiture rapidement, parce qu'on voulait le plus rapidement possible pour proposer cette voiture. Donc ça combinait un peu toutes ces cases là et on s'est dit on doit faire exactement ce que Rédélé aurait fait. On imagine s'il était encore là en disant on va prendre cette base de Renault qui est une voiture fantastique, qui est une voiture qui parle aussi. La R5 c'est évidemment une voiture iconique. La nostalgie, ça marche de toute façon. Quand vous ressortez des noms qui ont marqué l'enfance, c'est vrai. Efficace. La Renault 5 Alpine, s'il te plaît. Malade, un truc de malade. Et vous mettez un petit numéro dessus. Moi, je jouais avec, il y avait des numéros, parce que c'est des voitures de course. Quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause avec David Gendry dans quelques instants, directeur communication, partenariat et sponsoring d'Alpine. On revient dans un instant. On va parler de cette Alpine, justement, A290B. Et puis, il y a l'A110 aussi, la fameuse A110. Et puis, il y en a d'autres, visiblement, qui vont arriver. C'est plus une autoroute, maintenant, c'est une voiture, la voilà, 110. c'est ça. Voilà. Exactement. Allez, à tout de suite. Et on va vous faire rouler dans une belle voiture avec David Gendry, directeur communication partenariat sponsoring d'Alpine. Elle s'appelle l'Alpine A290 Beta. Alors pourquoi Beta ? Attention, vous n'avez pas de micro. On me dit que vous n'avez pas de micro. Je suis pas de micro. Allez, c'est bon. C'est branché, ça roule. Pourquoi on a voulu faire un petit clin d'œil au monde du logiciel, en fait, au monde du software, en disant la dernière version avant la version finale, on l'appelle bêta. C'est un petit clin d'œil à ça. C'est un petit clin d'œil. Alors cette voiture qui ressemble à une Renault 5, soyons clairs, mais elle est bien changée quand même. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres ?
Ce qu'elle a de plus que les autres, c'est... L'intérieur, alors l'intérieur c'est assez étonnant, la prise de conduite, en tout cas la tenue du conducteur. Exactement, nous c'est un truc qu'on aime faire, c'est mettre le conducteur au centre de l'expérience, qu'on appelle Feel at One. C'est vraiment retrouver les sensations qu'un pilote peut avoir dans une voiture, et donc dans une voiture de course en général on est seul. Donc on a vraiment mis le pilote en position centrale dans ce concept car, et les deux passagers sont un peu spectateurs du pilote. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on a voulu faire pour vraiment recréer la sensation qu'on peut avoir dans une voiture de course. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on a voulu faire. Et puis ensuite sur l'extérieur on a vraiment une voiture sur les jantes par exemple. Voilà, exactement, sur des jantes. Les jantes, ça c'est le must du must pour être séduisant, hein. Et efficace. Et efficace. Une des caractéristiques de ces voitures, c'est évidemment l'autonomie, comment on va pouvoir les faire à la fois performantes mais aussi autonomes le plus longtemps possible. L'aérodynamique, c'est vraiment un truc qui est très important sur ces voitures-là. Donc... Mais je vous coupe, vous êtes allé un peu chercher finalement dans le rallye, dans la F1, dans le circuit. En fait, c'est un melting pot de tous les avantages de ces différents terrains de Cécile, je vous coupe aussi parce que ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube Sud Radio peuvent voir les images de la voiture de la bête dont on parle. Exactement. Il y a l'ADN de la R5 Alpine, bien sûr. Il y a les phares en croix qui viennent directement du rallye, pour ceux qui connaissent. Il y a l'expérience de la F1 sur l'aérodynamique. On a fait travailler les ingénieurs de la F1 pour trouver des solutions techniques pour faire gagner le plus possible d'autonomie à cette voiture. Donc voilà, on a essayé de combiner tout cet ADN sportif et de le rendre dans une petite compacte sympa à conduire en ville. Alors j'imagine que cette voiture qui ne verra peut-être pas le jour, mais en tout cas si en citadine, qu'est-ce qu'elle finalement elle va apporter à la future Alpine citadine? En fait, elle va lui apporter tout son ADN extérieur. La partie design va être relativement proche, inspirée relativement proche. Et puis, tout ce qui est à l'intérieur de la voiture, on va essayer de garder ce sentiment de ce qu'on appelle nous le feel at one, donc de se rapprocher le plus possible de ce qu'un pilote peut ressentir. Pas aussi extrême, évidemment, que cette voiture-là, sur laquelle on a pu pousser l'exercice un peu plus loin, mais vraiment cette expérience de conduite un peu unique qu'on essaye de procurer à nos clients quand ils achètent une Alpine. David Gendry, vous êtes le directeur de la communication. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans la communication de cette voiture, justement? Est-ce que vous allez la rendre mode, la rendre sympa, la rendre sportive? La rendre mode, on peut pas le faire, c'est les clients qui vont le décider, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Si vous la faites conduire par quelqu'un de branché, du style Cécile de Minibus, bien sûr, ce serait magnifique. Donner une idée. On va chercher qui, finalement? On va chercher, j'imagine, des nouveaux clients, on va chercher plutôt, pourquoi pas des femmes aussi, qui n'ont pas l'habitude de conduire des voitures sportives. La voiture électrique citadine, j'imagine que c'est dans le C'est exactement ça. Ce qu'on essaye de faire pour répondre à votre question, c'est d'être fidèle à notre ADN. Une marque, quand elle est fidèle à son ADN, elle parle à ses clients. Donc on va essayer de faire une voiture qui soit sportive et une voiture qui soit super sympa à conduire. C'est ça qu'on va faire, et on pense avec un look. Avec un look, évidemment, il faut qu'elle respire la sportivité à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, on aura des clients plus jeunes que les clients de la 110, et on espère aussi des clients une clientèle plus féminine que la 110 actuelle, qui est très bien, mais qui a du mal à séduire les clientes féminines. C'est bien dommage d'ailleurs. Oui. Mais on pense que cette voiture-là, plus urbaine, elle peut effectivement être plus attractive pour les femmes. Et puis quand on a conduit ce type de voiture, on peut passer à la 110 après. Donc forcément c'est une étape. Elle arrive quand cette voiture, et combien elle va coûter? Parce que c'est aussi, on a besoin de savoir combien elle va coûter, l'autonomie, c'est des choses qui restent quand même importantes, même si ça reste une voiture plaisir, et surtout la puissance. Allez, on y va. Je peux pas vous dire tout ça, malheureusement. J'aimerais bien vous répondre aujourd'hui. C'est encore un peu tôt. C'est une voiture qui sera commercialisée au 4e trimestre de l'année prochaine. Donc c'est un petit peu tôt pour répondre encore à ces questions-là. Là, on est vraiment à l'étape du concept car. Mais au début, c'est un produit d'élite. Enfin, le premier qui va l'avoir, c'est une manière de se démarquer aussi. Appelons un chat un chat, non? De toute façon, Alpine, c'est une marque qu'on achète effectivement. C'est un produit d'appel. Voilà, exactement. C'est un produit un petit peu image. On n'a pas la même velléité de faire les volumes comme une marque comme Renault par exemple. On a évidemment des volumes plus niches avec des clients un petit peu plus particuliers. Donc oui, on va se distinguer par rapport à ces voitures-là. Mais à la fin, on espère quand même pouvoir être significativement plus présent dans la rue avec cette voiture que ce qu'on est avec la 110 aujourd'hui. Est-ce que si on peut faire la comparaison de Fiat et Abarth, on est un peu dans la même veine c'est un peu cette idée-là. C'est un peu cette idée-là, absolument. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple
un crossover 100% électrique? Est-ce qu'on peut un élargissement de la gamme qui aujourd'hui est plutôt restreinte, de se dire qu'on va renouveler et devenir peut-être un constructeur comme les autres avec différents modèles et sur différentes typologies? Oui, c'est tout à fait l'ambition. C'est tout à fait l'ambition. Donc on a cette petite urbaine compact qui arrive en 2024. En 2025, on a déjà annoncé un crossover coupé, donc une voiture effectivement qui va être aussi plus grande, plus familiale, plus familiale effectivement, mais quand même qui garde l'ADN d'Alpine. Hein, donc on va pas faire des voitures complètement familiales non plus. Il faudra qu'elles gardent cet ADN sportif. Un design coupé, donc une voiture qui va toujours continuer à être dans l'ADN de la marque, mais oui, effectivement, avec un peu plus de volume à l'intérieur. Et ensuite, la fameuse A110, mais cette fois-ci électrique, qui va compléter la gamme. Et ça va être dingue. Ça va être dingue. Marché français, pardon. Juste marché français, ou on va chercher les Chinois, les Japonais, les Américains? Il y a plusieurs phases dans le plan. La première phase dans le plan, c'est vraiment la France et l'Europe. On a pas mal de travail là-dessus. En France, on est plutôt bien positionné. La marque n'est pas encore assez connue en Angleterre, en Allemagne, qui sont vraiment les deux grands pays sur lesquels... Ce sera difficile en Angleterre, parce qu'ils ont leur voiture dans ce style un petit peu, hein, quand même. Ouais. Ce sera difficile en Angleterre, ça en Allemagne aussi, parce que là aussi il y a des constructeurs sur ce marché de la voiture sportive. Ah oui, il y en a, oui, exactement. Mais en même temps, notamment la F1 amène beaucoup de notoriété. On voit que ça commence pas mal à bouger. On a beaucoup d'investisseurs aussi dans les réseaux de distribution qui se manifestent, qui ont vu nos produits, qui sont très enthousiastes. Donc on pense qu'on a une carte à jouer sur ces marchés-là. Et ensuite, pour répondre à votre question, on ira étendre géographiquement encore dans une deuxième étape sur l'Asie et sur les États-Unis. Un petit mot forcément sur la compétition avec Pixpeak. Ah oui, oui, vous prononcez comme ça, vous, hein. Peak. Hein, exactement. Voilà. En vous fait, partez à l'assaut du mythe américain. Voilà, c'est ça. Et pour rappeler ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu moins de 20 km. C'est une course de côte 156 virages, si je me souviens bien. Et un peu moins de 20 km. Un peu moins de 20 km. Alpine s'est jamais engagé sur cette course mythique, hein, quand même. Je rappelle quand même qu'il est toujours le record est toujours détenu par Romain Dumas. 7 minutes 57 secondes, c'est quand même assez dingue avec une Volkswagen électrique. Est-ce qu'on a des chances avec Alpine ? Alors, on a des chances. On n'y va pas pour gagner la catégorie scratch maximum. Oui, pourquoi pas. Soyez ambitieux. La voiture qu'on engage n'a pas cette ambition-là, mais on y va d'abord pour se faire plaisir, parce que c'est aussi l'ADN de Red Elite. Ça nous plaît, hein, forcément, une course de côte, les États-Unis, des virages. Voilà, on est dans l'ADN de la marque. Donc, on a concocté une A110 un peu spécifique pour aller se battre là-bas. Et si on peut aller gagner la catégorie juste au-dessus de nous, là, ça sera déjà vous l'avez, le pilote ? Ouais, on l'a. Il l'a. Ouais, vous l'avez, on peut le dire ou pas ? Bien sûr. On peut le dire. C'est monsieur Astier. Exactement, voilà. Raphaël Astier. Formule 1, pas mal une saison en demi-teinte, selon Laurent Rossi, qui a expliqué forcément, on l'a vu un peu partout dans la presse, son mécontentement vis-à-vis du team Alpine F1 Team. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la Formule 1 pour Alpine ? Est-ce que les choses vont changer ? Non, pas du tout. Je pense que l'engagement, il est sur vraiment le très long terme sur la Formule 1. Laurent l'a dit, Luca De Meo l'a répété, donc c'est absolument pas le cas. Je pense que Laurent était mécontent du début de saison, qui n'est pas du tout aligné avec les objectifs qu'on s'était fixés. Et puis, c'est le rôle des patrons, hein, de temps en temps. C'est rentable, la Formule 1 alors, il y a des dépenses, bien sûr, mais en termes de notoriété ? On voit en tout cas un effet immédiat sur la marque. Ça, c'est clair. Dans toutes les études qu'on peut avoir où on mesure, on va dire, la valeur de la marque, c'est absolument incroyable ce qui se passe dans les ventes. Hein. On double nos ventes chaque année, sans faire de publicité quasiment. Notre seule plateforme marketing, c'est vraiment la F1. Oui, et puis c'est en train d'exploser. Il y a des chiffres assez drôles. Hein. On ne vend pas aux États-Unis. Le deuxième pays le plus visité sur Internet, c'est les États-Unis. Donc, le fait que la F1 devienne super attractive aux États-Unis fait que les gens s'intéressent à la marque. Avec le Grand Prix de Miami, maintenant. Voilà, exactement. Vont chercher sur Google, etc. Donc, on voit un impact immédiat. Dès qu'il y a des grands prix, dès qu'il se passe des choses, on voit un impact immédiat sur la marque. Et puis, on rappelle l'importance forcément de la course automobile qui irradie forcément la voiture de monsieur, madame, tout le monde, hein, parce que c'est aussi l'importance de la technologie développée en course automobile qui nous aide à avoir des voitures du quotidien plus sécurisées et avec des technologies qui avancent. Merci en tout cas, David Gendry, d'avoir été avec nous, directeur de la communication partenariat sponsoring d'Alpine. C'est passionnant, hein, on a envie de foncer. Et puis je vous rappelle que quand même, la voiture de la gendarmerie pour arrêter les méchants, c'est une Alpine Assassin. Ah oui ? Bah oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien de le dire. C'est vrai. Mais elle passe parfois beaucoup. comme ça. Blah. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler de mobilier ancien. On va vous parler de contrôle technique. À tout de suite. Ça rigole pas. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
On est ravis de vous retrouver avec Frédéric Brindel. Oui, on parle c'était bien, automobile. cette première partie là, C'était avec top, les c'était top. Alpines Renault. Ben là. oui, les Alpines pour quelqu'un qui ne roule qu'à vélo, ça Oui, doit vous c'est changer vrai, la vie. c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et on va revenir sur Contrôle le... technique là. Oui, absolument, Ouais. sur les métiers de mobiliance, le métier de la semaine. Et ben, c'est le contrôle technique. On va en parler avec notre invitée qui est avec nous ce soir, Karine Bonnet. Bonsoir Karine. Bonsoir Cécile, bonsoir Bienvenue Philippe. sur Sud Radio. Alors c'est Frédéric ce soir. Philippe est de Ah repos. pardon, Frédéric. Ouais, ouais. Ah, Mais c'est un D'accord. plaisir, vous savez, c'est un beau prénom. Je Désolée. rappelle que vous êtes directrice générale de Dekra Automotive et présidente du réseau Contrôle Technique France. Et on va parler de ce joli métier, bien entendu, avec vous. Aujourd'hui, ça représente combien de contrôles techniques un petit peu partout en France par an? Est-ce qu'on a des chiffres, qu'on se rende bien compte? On sait qu'on a 40 millions à peu près de voitures roulantes aujourd'hui, et on imagine que forcément, tout le monde n'est pas suffisamment sage pour faire son contrôle technique. Ça représente quoi? eh bien écoutez, l'année dernière, en 2022, il y a eu 25 millions de contrôles techniques faits en France. Mhm. Et ça, opéré par presque 7000 centres de contrôle technique en France, en métropole et outre-mer également. Ça fait des salariés, tout ça. On imagine, c'est très intéressant aussi quand on est chef d'entreprise. Alors, sur l'ensemble de la profession, ça fait à peu près 10 000 collaborateurs. Et en ce qui concerne l'enseigne que je représente, le groupe Dekra, avec 3 marques, Dekra, Noresco et Autocontrôle, nous avons 850 collaborateurs. Et puisque nous avons des centres en propre qui nous appartiennent. Et sinon, nous avons un réseau de ce qu'on appelle des affiliés, des partenaires, des chefs d'entreprise indépendants. Ils sont à peu près 1600 en France. Alors, selon l'organisme technique central, l'OTC, en charge de la collecte et du traitement des informations statistiques du contrôle technique, on nous dit en tout cas que 160 000 véhicules dangereux sont détectés chaque année, ce qui nous paraît énorme. En fait, sur les 25 millions de contrôles techniques qui sont opérés, dedans, on a aussi ce qu'on appelle les contre-visites. Donc, le taux de contre-visite, vous savez, c'est défaillances qui sont relevées avec des différents niveaux de dangerosité, des défaillances mineures qui ne donnent pas lieu à une contre-visite, et ensuite, après, des défaillances majeures et critiques. Et effectivement, quand on parle de ces 160 000 véhicules, il y a à peu près 20% de taux de contre-visite en France, et les majeurs représentent à peu près 19%. Mais donc, effectivement... Oui. Quand on dit dangereux, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le tiercé gagnant, si je peux appeler ça gagnant, c'est effectivement le top 3 des défaillances les plus relevées. Ce sont tout ce qui concerne les feux de signalisation, donc c'est important. Vu et être vu, c'est essentiel. Ensuite, on rencontre en deuxième point les pneus, donc les pneus avec une corde très usée. Donc là, encore une fois, l'adhérence au sol est primordiale pour la tenue de route. Donc là aussi, c'est vraiment un défaut qui présente un danger immédiat et majeur. Et puis après, il y a un troisième point qui intervient, qui est assez récent, c'est tout ce qui va être l'opacité des fumées. Donc là, on voit effectivement... C'est-à-dire l'opacité des fumées? Qui dépasse les normes autorisées. Ça veut dire que la fumée qui est dégagée par le véhicule, et là, on voit essentiellement les diesels. Donc là, tout ce qui est émissions polluantes. Donc là, on voit effectivement l'axe protection de l'environnement du contrôle technique. Mais tout cela, finalement, ça nous fait penser que dans le contrôle technique, il y a plusieurs spécialités, il y a plusieurs formations, parce que ceux qui réparent les 3 différents phénomènes dont vous venez de parler ne sont pas les mêmes professionnels. Complètement. En France, il y a une séparation très stricte entre la réparation, le commerce automobile et le contrôle technique, assurant une transparence parfaite, et on est vraiment un tiers de confiance. C'est un métier très noble. On est là pour préserver la sécurité de tous les usagers de la route, parce que là, on parle effectivement des véhicules légers. On contrôle aussi également les poids lourds. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ces véhicules ne présentent pas de danger pour leurs conducteurs, mais aussi pour les autres usagers de la route, quel que soit le moyen de transport. Les véhicules se transforment, du électrique. Est-ce qui, forcément, j'imagine que le contrôle technique n'est plus le même qu'avant, et ça veut dire qu'il va falloir, ou que vous êtes en train de reformer toutes ces personnes, près de 7000 centres aujourd'hui, aux nouvelles mobilités. Tout à fait. Alors, on a effectivement une formation initiale pour devenir contrôleur technique, après un bac professionnel qui est le prérequis. Et puis ensuite, il y a un maintien de qualification de 20 heures tous les ans pour justement, il y a une évolution réglementaire des points de contrôle à contrôler qui évolue, mais également aussi la technologie des véhicules. Donc les véhicules électriques, on les contrôle d'ores et déjà depuis 2013. Ils font partie de la formation initiale et du tronc commun du maintien de qualification.
Est-ce que vous avez réussi à faire ce que, en ce moment, les spécialistes d'isolation des passoires thermiques n'arrivent pas à faire? C'est-à-dire que quand on passe au contrôle, on va vous donner un A, un B, un C, puis c'est peut-être pas le même. Vous, c'est hyper calibré, même si, comme le dit Cécile de Minibus, c'est amené à évoluer. Si intelligemment. Et brillamment aussi. Oui, vous faites bien de le dire. Allez, il n'y a pas de mal à se faire du bien, allez-y. Qu'est-ce que vous entendez par la notion de lettrage? En fait, le contrôle technique, il est très normé, donc les points qui sont contrôlés, il est le même, la prestation est la même dans tous les centres, en tout cas avec les mêmes équipements, la même méthodologie, ce qu'on appelle le même protocole de contrôle technique. Mais donc effectivement une partie des contrôles qui sont faits avec des appareils, des équipements de mesure, qui relèvent de mesure, mais il y a aussi une partie qui est faite visuelle. Donc là, effectivement, on peut parfois trouver quelques différences d'un centre à l'autre sur la partie visuelle. Mais encore une fois, c'est un métier très noble. Et il y a vraiment cette notion de contributeur à la sécurité routière et maintenant aussi à la protection de l'environnement. On a une délégation de service public, donc c'est vrai que c'est un métier. Oui, il faut nous rassurer. C'est ça. Merci beaucoup, Karine Bonnet, directrice générale d'Ecra Automotive et présidente du réseau Contrôle Technique France. C'est un métier mobiliance. Merci, vous restez avec nous. On va revenir sur un événement avec lequel Sud Radio est partenaire. Ce sont les Electric Test Day. Et on va en parler avec Yann Azeran qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes organisateur donc des Electric Test Day, le Tour de France de la mobilité électrique. Et Days même, avec mais c'est vrai, c'est Days. Je n'osais pas vous reprendre. Il y a plusieurs jours, et on est ravis d'être partenaire de cette belle opération, dont on va expliquer le contenu. Forcément, on parle de voitures électriques. Ouais. Forcément, on incite les gens à les découvrir, à les tester. Pourquoi ce changement, justement, pour inciter peut-être les populations à se diriger vers l'électrique? Oui, vous êtes bien placé pour savoir qu'on a beaucoup entendu parler des ZFE, etc., donc des zones à faible émission. On a fait quelques débats dessus. Je sais, effectivement. Plutôt agité parfois. Et en fait, c'est ou pas nécessaire, en tout cas, ça a créé le débat. Et aujourd'hui, nous, notre logique, c'est juste de dire pourquoi ne pas parler du véhicule électrique en faisant vivre une expérience qui soit positive. Il y a toujours l'image du bâton et de la carotte. Alors voilà, il y a le bâton en disant on n'aura plus le droit avec les véhicules thermiques, critères, etc. Nous, on se dit, en fait, si on vit la sensation et l'expérience de l'électrique, peut-être que là, les gens peuvent simplement avoir envie d'eux-mêmes d'y passer. À côté des ZFE, des zones à faible émission, il y a beaucoup d'idées reçues sur les voitures électriques, et c'est peut-être aussi, outre financièrement parlant, difficile de passer le pas pour plein de raisons. Il y a plein de raisons. Il y a le coût, l'autonomie, le réseau de recharge. Et donc, en fait, nous, on essaye de résoudre toutes ces questions, mais pas à travers de la théorie, des conférences, etc., mais vraiment à travers de l'expérience, de la pratique, et avec sur place des experts de la recharge électrique pour pouvoir justement vous expliquer les coûts, les gains économiques, parce que quand on dit ça coûte cher à l'achat, certes, mais ensuite sur l'usage, quand on ne paye pas l'essence, et Dieu sait que ça coûte cher ces derniers temps. Pourquoi vous dites ça? Ça a augmenté, paraît-il. Oui, on dit ça. De peu. Mais ça permet en fait de se dire, finalement, je vais poser toutes mes questions. Alors oui, ok, à l'achat, ça risque de me coûter tant et tant. Ah, il y a le bonus écologique, c'est tant. Et puis ensuite, sur l'usage, la recharge, ça me coûte que tant par mois, alors qu'aujourd'hui, j'en ai pour X centaines d'euros de carburant par mois en diesel ou autre. Et là, on a posé les questions. Maintenant, on rentre dans le véhicule, on teste et on vit une bonne expérience. Pour les auditeurs de Sud Radio, rappelons, ces Electric Test Days, c'est pour vous la possibilité d'essayer. C'est ça, en fait. Vous leur permettez d'être dans les conditions. Exactement. C'est gratuit, c'est important de le dire. Tout à fait. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Pour vous, ce sera payant. Bon, d'accord. Vous êtes relou. Avec le code Sud Radio 2023, vous pouvez payer plus cher. Non, mais c'est gratuit, mais surtout, l'idée, en fait, c'est exactement ça. C'est de pouvoir tester. C'est-à-dire qu'on connaît tous le mondial de l'auto, les salons automobiles, etc. Les gens viennent, déambulent dans les allées, voient des véhicules avec des vigiles, des hôtesses et j'en passe. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi juste pas faire rentrer les gens dans les voitures ? Que ce soit à l'époque diesel ou électrique, mais ensuite on s'est dit, et puis finalement, là avec ce changement de motorisation, c'est impossible de changer de véhicule sans tester. C'est-à-dire que la première voiture électrique que vous allez acheter, obligatoirement vous voudrez tester. Vous n'avez jamais vécu cette sensation. C'est humain de se dire, je veux quand même savoir ce que ça fait et être sûr que ça me plaise. Donc on s'est dit, partons à la rencontre
des Français, des gens partout en France, le plus possible. Civil, on le rappelle. À Paris, vous décidez d'aller en région. Les années précédentes, on n'était que à Paris au Parc Floral. On s'est préparé doucement. Et puis là, cette année, on va dans 6 villes différentes. Je peux les donner. Ah oui. Lille dès le 14 mai. Après Lyon, Paris évidemment. Rouen, Bordeaux, Nantes. Jusqu'au 9 juillet à Nantes. Tout à fait. Ce sont que des villes à zone à faible émission. C'est tout à fait ça. En fait, on a d'abord sélectionné les zones à faible émission. Puis l'idée, c'était de se dire, il y a aussi sur ces endroits-là pas mal de demandes autour du véhicule électrique. On a des partenaires, notamment Roule, qui est le premier club automobile de France. Et donc, eux, en fait, remontent beaucoup de données. Ils ont plus d'1 million de membres. Donc, ils ont tout plein de données. Ils savent un petit peu où est-ce qu'il y a des demandes et des crispations parfois autour du véhicule électrique. Il y a de l'autre côté un autre partenaire qui s'appelle Charge Guru, qui est expert en recharge électrique. Et en fait, ces deux-là vont pouvoir aussi sur place répondre aux questions des gens en direct. Toujours de manière assez festive, c'est-à-dire c'est un événement familial, c'est le dimanche, donc les dates en fait à Lyon, à Paris, etc. Vous avez donné en fait du 14 mai au 9 juillet, c'est des dimanches, on vient en famille, il y a des animations pour les enfants, des jeux concours, on essaye d'en faire un petit festival autour du véhicule électrique, un truc positif, sympa. Yann Azran, c'est l'occasion aussi de répéter, c'est vrai qu'on en parle souvent et on le répète souvent, mais le principe des zones à faible émission, de dire que d'abord l'électrique vous passerez partout, mais quelles sont aujourd'hui les contraintes de ces zones ? Alors, en fait, c'est qu'aujourd'hui, selon les types donc de vignettes critères, les fameuses vignettes critères qu'on a, vous avez 3, 4, 5. Voilà, exactement, qu'on a maintenant l'obligation d'avoir sur notre pare-brise. En fait, on va pouvoir rouler encore jusqu'en 2023, puis jusqu'en 2024, puis jusqu'en 2025, 26, etc. Puis à un moment, on nous explique que c'est terminé. Il n'y aura que l'électrique. Et moi, très franchement, c'est pas forcément des réflexions écologiques ou autres, c'est juste de se dire, on va plus pouvoir rouler autrement qu'en électrique ou avec d'autres types de mobilité, vélo et autres. Mais donc, comment on fait passer le pas, mais de manière sympa, de manière fun, en fait. Et puis, en fait, avec cet état d'esprit, on a créé ça. Des gens. Exactement. Cécile, j'ai une question là sur le critère. C'est l'auditeur qui appelle. Donc bonjour, allô, bonjour Cécile de Minibus. Ah, monsieur, on n'a plus le temps. Oui, alors justement, j'ai une question. Donc j'ai une voiture qui est hybride. Est-ce que je dois quand même mettre sur le pare-brise ? Bien sûr. Je dois mettre, parce même que moi, une je me suis dit, de toute façon, il y a marqué hybride, ça fait j'ai le critère 1. Pas du tout. Il faut que je mettre paye votre critère. et je dois payer. Mais parce que si vous ne le mettez pas et que vous êtes contrôlé, les forces de l'ordre ne sont pas non plus censées connaître chaque type de véhicule et dire dessus. Moi aussi, je peux écrire hybride dessus. Je suis en inégalité, je raccroche. Merci madame. Au revoir. Je vous en prie, rappelez quand vous voulez. Ce qui est important aussi de signaler sur les voitures électriques, c'est que ça ne se conduit pas comme une voiture normale. C'est-à-dire qu'il y a une réactivité qui est beaucoup plus franche qu'une voiture thermique et encore plus qu'une voiture diesel. Ce qui est assez rigolo, parce que quand vous conduisez par exemple une Renault Zoé qui ressemble à une Clio et que vous avez à côté de vous, parfois ça arrive, là on est à Paris, une belle voiture de sport, etc. En fait, vous appuyez mais sans vouloir frimer, et puis d'un seul coup vous vous rendez compte que le bonhomme derrière s'énerve un petit peu. Donc c'est assez rigolo et honnêtement c'est très agréable. C'est-à-dire que on a l'impression de glisser, ça avance bien, c'est une bonne sensation de conduite. C'est action-réaction en fait. Exactement. On appuie, on est parti, et en fait c'est ça qui est génial avec l'électrique, c'est vraiment cette sensation. Et nous, pour l'avoir vécu moi-même, je suis passé à l'électrique après avoir utilisé, vous savez, les voitures en autopartage. Il y a des voitures Ziti, Cherno, etc., qui sont des voitures électriques en autopartage, donc qu'on prend avec son téléphone et qu'on peut prendre comme ça dans la rue. Et en fait, celles-ci sont électriques. Et moi, en étant passé 1 fois, 2 fois, 4 fois sur ce genre de voiture, j'ai apprécié. Je me suis dit, en fait, en faisant tester aux gens, ils les apprécient. Yann Azran, juste une dernière question, même si vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. C'est dommage. Gardez-les pour vous. Pour Noël. Prenez-les pour Noël. Juste les bornes électriques, forcément, c'est aussi le deuxième point qui est compliqué. Là, le bornage aujourd'hui, le maillage territorial est quand même plutôt mieux. Il s'est densifié. Alors, on a passé le cap symbolique des 100 000 bornes qu'on nous annonçait il y a 1 an et demi, mais on l'a passé. Il y a 100 000 points de recharge en France. Il faut encore, bien entendu, déployer, mais il y a tellement d'efforts et d'acteurs qui se sont mis en ordre de marche depuis seulement quelques années. Vous savez, nous, quand on a monté l'Electric Test Day, c'était en 2020, donc il y a 3 ans, on est en 2023. J'ai l'impression que c'était un autre monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour faire venir les constructeurs ou les distributeurs, on nous disait, ok, mais pas sûr, qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Et les gens s'intéressaient, par contre, étaient très curieux. Et au fur et à mesure... Ils veulent tous s'y montrer. Maintenant, tout le monde s'y met, en fait, et c'est super intéressant parce que les utilisateurs eux-mêmes, les usagers de la route, ils
passe, et donc il y a du business pour tout le monde, et c'est en ça aussi que ça marche. En tout cas, ça s'appelle les Electric Test Days. Il y a 6 villes, vous pouvez les voir sur le site internet. On est en partenariat bien entendu avec Sud Radio, vous savez qu'on aime l'automobile, et dans un instant on va vous emmener en Corse, berceau de la voiture électrique. C'est une enquête du point, et on va vous expliquer pourquoi il y a autant de voitures électriques, et c'est assez étonnant en Corse. À tout de suite. Oui, en Corse. Allez en Corse. Et allez tous en Corse, sur l'île de Beauté, et avec une enquête de l'hebdo Le Point qui célèbre la Corse avec un parc automobile d'environ 5500 voitures électriques fin 2022. On va se poser la question, pourquoi Région numéro 1. Voilà. Ouais. Pourquoi y a-t-il autant de voitures électriques en Corse? Et pour en parler, Hervé Bastanti est avec nous, responsable des ventes au sein de la concession Peugeot en Haute-Corse, à Biguglia, pardon. On prononce pas Glia, on dit Biguglia, c'est ça, Hervé? Non, Biguglia. Biguglia. Et du coup, si on veut faire Corse, on dit Hervé Bastant, non? Non. Parfait, il ne faut pas accentuer la dernière syllabe. Voilà, c'est ça. Il est difficile. Alors, quand on regarde effectivement l'hebdomadaire, cher Hervé, le Point, on voit que il y a une prépondérance finalement de voitures électriques en Corse. Et comment on l'explique? D'abord, si vous avez les chiffres, alors j'ai vu 5500 voitures électriques en fin 2022. La Corse compte 16 véhicules propres pour 1000 habitants, ce qui est quand même assez énorme. Contre 9 pour la moyenne nationale, il faut le savoir. C'est ça qui est dingue. Oui, c'est un fait. Après, le marché est un peu, dirons-nous, pollué par les loueurs de courte durée, voilà, qui prennent énormément de véhicules électriques. Ils ont carrément entre 50 et 50% de leur parc. Mais après, c'est vrai que, dirons-nous, au niveau des ventes pures concessionnaires, notre marque et d'autres, il y a un fort engouement pour l'électrique, dirons-nous, sur notre île. Est-ce que c'est un prix, c'était en fonction du prix de l'essence? Est-ce que le prix de l'essence en Corse est plus important que sur le continent? C'est un fait que le prix du carburant est un peu plus cher sur la Corse, voilà. Et après, dirons-nous, on a peut-être un réseau qui est un peu plus adapté, dirons-nous, aux véhicules électriques. Du fait que nous avons aucune autoroute sur notre île. Et il faut savoir que, dirons-nous, les véhicules électriques consomment énormément, dirons-nous, d'électricité sur les routes à haute vitesse. Ouais. Et sur le relief, alors l'île est montagneuse, il y a du dénivelé, finalement ça s'y prête, hein? Ça s'y prête parce que l'avantage d'un véhicule électrique, c'est qu'il va récupérer énormément d'énergie en descente. Donc, en limite, la consommation qu'on va avoir lors d'une montée, on va la récupérer quasiment dans sa totalité, dirons-nous, en descente. Voilà. Mais est-ce que c'est finalement une bonne chose, parce qu'on sait que les Corses préservent quand même beaucoup, il y a beaucoup de leur patrimoine, et que quand c'est moins pollué, c'est plutôt sympa, surtout que l'été, il y a du monde en Corse quand même. Non, mais c'est un des arguments, c'est vrai que la fibre, dirons-nous, verte, écologique, les Corses, ils sont très attachés. Et ça reste les premières ventes aujourd'hui, même du côté des constructeurs automobiles? Non, ce n'est pas les premières ventes. Nous, ça représente environ 20% de nos ventes, dirons-nous, à particulier, ce qui est déjà très important. Le coût de l'électrique, quand même, d'un véhicule électrique est assez cher. Voilà. Et après, on s'y retrouve quand même, dirons-nous, sur la durée, vu quand même, dirons-nous, le coût d'une recharge qui est en gros 3 fois moins importante que le coût d'un plein, dirons-nous, de carburant avec un véhicule essence ou à gasoil. Après, ce qui aide aussi, c'est qu'il y a pas mal de touristes qui viennent, et les loueurs jouent le jeu aussi de l'électrique. Donc ça gonfle. Ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Ça joue le jeu, et il y a de plus en plus d'installation de bornes de recharge rapide. Donc, ce qui fait, ça a dopé, dirons-nous, le marché de l'électrique en Corse. On a gagné et gardé Yann Asran, qui est avec nous, organisateur des Electric Days. On l'a gagné. Je suis complètement acquis à votre cause. Test Days qui vont démarrer avec Sud Radio. La Corse, finalement, c'est un bon test pour l'électrique, parce que le paysage, les routes, tout s'y prête. Ah oui, non, mais c'est génial. C'est un fait. C'est un fait. Yann Azan. C'est vrai que la Corse s'y prête. Vous le disiez, en été, il y a beaucoup de monde, et c'est bien de pouvoir préserver aussi les lieux, et donc sur place de ne pas trop polluer. Et en effet, vous avez ces côtes, ces montées, etc. Et comme on le disait tout à l'heure, vous avez une telle bonne sensation de conduite que le fait de pouvoir justement naviguer sympathiquement dans ces beaux paysages en voiture électrique, c'est très agréable.
À noter, en effet, comme le disait Hervé, que vous avez aujourd'hui un gros effort en Corse pour l'installation de bornes de recharge, puisque c'était le petit retard qu'il y avait jusqu'à maintenant. Ouais, et là, sur 2023, ils annoncent... C'est un site vraiment. Et en plus, on peut s'amuser même avec une petite voiture, Yann. Ah bah oui. Oui, c'est ça. C'est l'électrique. L'avantage, c'est que même une petite voiture, c'est vivace. C'est exactement ça. C'est qu'il y a plus cette même notion. Alors il y a les kilowatts, etc. Mais malgré tout, il y a cette notion de pouvoir appuyer et d'arriver vraiment de l'autre côté directement. Quand on est en Corse, c'est amusant, mais on fait toujours bien attention à conduire parce que les routes montagneuses. Bon. Voilà. Et Hervé Bastante, hein, je le dis avec l'accent. C'est quoi les modèles, les véhicules qui partent le mieux là-bas? Chez nous, dans notre gamme, en Peugeot, c'est le coup, je veux dire, nous 208 2008. Voilà. En petite berline, voilà. Et là, nous allons avoir, à partir de cette semaine, la 308, dirons-nous, en motorisation full électrique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé Bastante, je l'ai bien dit, responsable des ventes du centre de la concession Peugeot en Haute-Corse. Et merci beaucoup, merci à vous, Yann. Bonne soirée. À bientôt, merci. Yann Azran, organisateur des Electric Test Days, le Tour de France de la mobilité électrique. Et c'est avec Sud Radio. On était ravis de vous retrouver. Dans un instant, Yvan Cuju sera avec nous. Absolument. Et on vous retrouve demain. Et puis demain avec Frédéric. On vous souhaite une belle soirée. Salut à demain. Bonne soirée.